comme ça? Alors, effectivement, moi, d'abord, je voudrais juste dire que j'étais très content d'être là, d'avoir l'occasion, justement, de partager un petit peu ce que j'ai vu chez Peugeot Saveur, mais aussi récolter un petit peu vos pratiques. Parce que, voilà, le contexte, il est que j'ai intégré l'équipe de Peugeot Saveur il y a à peine 18 mois. Donc, c'est, je dirais, pour moi, l'occasion d'échanger, de savoir un petit peu les pratiques. Et surtout, je suis arrivé dans une entreprise qui utilisait des DMRP déjà depuis plus de 5 ans. Et donc, il y avait, je dirais, un existant et un passé. Donc, je vais partager ça avec vous. Alors, autant vous le dire, moi, avant d'intégrer l'équipe, je ne savais pas ce que c'était des DMRP, je n'en avais jamais entendu parler, donc ça a été vraiment une découverte et c'est vraiment en toute humilité que je vais partager mon expérience qui est encore loin d'être optimale au sein de l'entreprise. Donc, préalablement, je vais vous présenter un petit peu Peugeot Saveur. Alors, tac. Voilà, donc Peugeot, c'est avant tout une marque. Je suppose que tout le monde connaît, plus particulièrement pour l'automobile, mais comme vous pouvez le voir, bien avant l'automobile, Peugeot avait déjà d'autres produits à son actif. Ça a commencé en 1812 par des scies, mais c'est en 1840, 1874, voilà, qu'on va pouvoir apparaître les premiers moulins. Donc, vous voyez, entre les premières voitures en 1890 et les moulins, il s'est passé 50 ans. Et donc, c'est bien entendu une marque qui est connue qui est connue mondialement. Et aujourd'hui, on s'appuie sur cette marque-là pour développer l'entreprise qui est actuellement en plein essor. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, la mission de Peugeot, effectivement, c'est de concevoir, dessiner et de fabriquer des instruments sublimateurs du goût. Je vous montrerai les gammes de produits. Mais aujourd'hui, si on va pouvoir échanger un petit peu sur d'où viennent les produits, un petit peu les contraintes de la supply chain, etc., tous les produits que vous allez voir et que je vais montrer ici, ils sont conçus et dessinés par Peugeot. Pas tous fabriqués, mais en tout cas, Peugeot a son savoir-faire dans chaque produit. Alors, historiquement, cette partie des produits Peugeot a été créée, on va dire, a été formalisée en 1989 sous le nom de Poivrière Salière Production. Et en 2002, on s'est installé donc dans le site actuel, qui est situé à Quingey, en Franche-Comté, et donc qui est un site de 5000 m². C'était à l'époque fait à l'issue d'un rachat d'un ancien site Guy de Graine. L'usine s'est agrandie en 2009 avec plusieurs ateliers, du tournage de bois, du vernissage, c'est en fait la peinture du bois, les expéditions. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais il y a eu un petit moment de flottement et donc, je dirais, une prise de distance des établissements de la famille Peugeot par rapport au site et au moulin. En 2014, ils reprennent vraiment la main et ils redonnent une impulsion sur la marque. 2017, donc ça devient officiellement Peugeot Saveur SNC. En 2018, une nouvelle identité visuelle. En quelques chiffres, et ça va vous aider aussi un petit peu à comprendre dans quelle situation j'ai pris le poste de la supply chain. Donc, on a un chiffre d'affaires qui était de 33 millions d'euros en 2020, qui était déjà une belle performance de croissance par rapport à 2019. Et en 2021, là, ça a été vraiment une explosion et une croissance très forte, puisqu'on est monté jusqu'à 45 millions d'euros de chiffre d'affaires et un 36% de croissance. Au niveau supply, il y a eu un petit peu de travail. Le site de Quingey est de 245 personnes sur 170. La superficie totale, c'est 12 000 m². On fabrique entre 2 millions et 2,5 millions de moulins par an. Donc, ça représente voilà, une bonne dizaine de milliers par jour. On est à 85% sur les moulins, 10% sur des accessoires du vin, je vous montrerai, et 5% sur des plats en céramique. Nouvelle gamme.
70% du chiffre d'affaires à l'export. Donc, on exporte dans 80 pays à travers plusieurs filiales. Donc, le site de Quingey, aujourd'hui, réunit l'ensemble, les principales productions et stockages des produits, avec, comme je vous le disais, du tournage, de la peinture, l'usinage du métal, du montage, donc diverses fabrications à gérer. Et puis, on a 5 filiales. Alors, c'est des filiales qui sont essentiellement commerciales, qui vont être un relais un petit peu pour la vente des produits. Mais je vous parlerai un petit peu plus précisément de Peugeot Saveur. Je ne sais pas si on peut pointer, de Peugeot Saveur North America, qui est parmi toutes les filiales la seule qui ait vraiment un entrepôt de stockage de marchandises destiné au marché américain. Les quelques clients qu'on a, voilà, vous connaissez certainement une partie, Ambiance et Style, Printemps, Galerie Lafayette, mais aussi Métro. Donc, on a vraiment une clientèle assez diverse et variée, qui vont être en 2 grandes catégories. En gros, le moulin que vous allez avoir pour la maison, puis le moulin qui va être utilisé dans les hôtels, les restaurants. Dans les gammes de produits, donc là, on va retrouver un petit peu les produits historiques de Peugeot. Et on va retrouver, bien entendu, le moulin bois traditionnel. Mais vous voyez, on a aussi maintenant, il y a eu des évolutions, on a des moulins électriques avec des composants électroniques qui vont venir d'Asie, des moulins en acrylique avec de l'injection plastique qui va pas être faite sur le site de Quingey. Donc, on se retrouve autour du moulin, on va dire, traditionnel, bois, pain, etc. On a aussi d'autres produits qui vont faire appel à plus de complexité dans la supply chain. Au niveau des saveurs de vin, on va retrouver également des produits qui vont venir compléter la gamme, des tire-bouchons, des carafes en verre, donc de la verrerie. Voilà, et puis également des tire-bouchons électriques qui viennent compléter tout ça. Et les saveurs de café, il ne faut pas les oublier. Effectivement, les moulins à café aussi sont historiques et ceux-là viennent aussi compléter la gamme. Et puis, il y a quelques années, Peugeot a développé une gamme de plats en complément des autres produits. Qui est fait par une société sœur basée en Bretagne, donc des plats en céramique. Les épices, elles sont aussi produites sur le site de Quingey, bon, en grand questionnement aussi, puisque là, il y a beaucoup de contraintes alimentaires, mais aujourd'hui, ça fait partie intégrale de notre complément de gamme. Et donc, il y a de l'approvisionnement aussi à prévoir. Voilà, donc DDMRP chez Peugeot Saveur, c'est quoi? Donc, encore une fois, je vais partager quelques constats et quelques, je dirais, pratiques que j'ai pu mettre en œuvre dans ces 18 derniers mois. Mais avant tout, voilà, pourquoi le DDMRP? Qu'est-ce que j'ai vu d'important dans cette méthodologie? La première chose, c'était effectivement préserver le flux des aléas. Et c'est vrai que bon, moi, je ne savais pas ce que c'était le DDMRP il y a encore 1 an et demi. J'ai vécu 18 ans dans l'industrie, dans des industries dont le taux de service était vraiment je dirais un indicateur stratégique de développement et de réussite de l'entreprise, mais avec une méthodologie MRP très classique. Et je me suis aperçu que le DDMRP avait bien compris que la méthodologie MRP classique voilà, ne pouvait pas fonctionner si derrière il n'y avait pas des priorisations, s'il n'y avait pas une robustesse minimum. Et donc là, ce qu'on va chercher chez Peugeot, c'est vraiment avoir une chaîne logistique robuste, c'est-à-dire qui va pouvoir encaisser les aléas. On a une saisonnalité. Donc, bien entendu, voilà, on ne fait pas le même niveau de vente dans les 6 premiers mois que dans les 4 derniers mois. Donc, autant vous dire qu'aller entre
septembre et fin novembre, début décembre, on fait la moitié du chiffre d'affaires de l'année. Donc, il va falloir, avec la méthodologie des DMRP, commencer à anticiper tout ça, surtout quand on est dans un environnement où les délais sont à rallonge. Je vous en parlerai. Il faut aussi réagir vite. Oui, forcément, quand on est dans une situation où il y a des aléas, où il y a des choses à prioriser, forcément, la méthodologie des DMRP est une assistance aux utilisateurs pour savoir par où on commence. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais bon, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai vu en 18 mois et l'avantage que j'en ai en tout cas. Et puis maîtriser son niveau de stock, ça c'est aussi l'avantage du DDMRP, c'est que il sait nous dire stop au bon moment. Donc l'environnement supply chain de Peugeot, je vais trop vite. Alors on a du B2C. Alors aujourd'hui, ce B2C n'est pas géré en direct. On n'est pas en train de livrer le consommateur directement à partir du site de 15G, mais simplement ça montre un petit peu quels enjeux et à quoi on doit faire face en termes de variabilité de la demande. Le B2C, on sait que déjà quand on est en B2B, entre industriels, on a déjà beaucoup de mal à prévoir le marché, mais alors quand on est en B2C, on est encore plus impacté. Des délais de livraison courts, donc ça c'est pareil, on a des clients qui n'attendent pas, qui veulent leurs produits tout de suite, et c'est clair que l'enjeu pour Peugeot, c'est on fait le chiffre à partir du moment où on a le produit. Si on n'a pas le produit, on ne fait pas le chiffre, et on pourrait vous parler de la méthodologie et de comment ça se passe avec Amazon, par exemple, qui est un de nos clients. C'est très parlant. Et puis, une diversité de produits croissante. Je vous l'ai montré. Historiquement, Peugeot, c'était les moulins à poivre en bois. Et puis, finalement, on a fait des moulins électriques, on a fait des moulins en plastique, on a une gamme de plats en céramique, on a rajouté des produits, et donc des choses de plus en plus complexes. Et pourtant, je dirais la demande client est toujours la même. C'est d'avoir son produit tout de suite. Peu importe s'il est complexe, pas complexe, mais en tout cas, il faut l'avoir disponible. Donc, historiquement, voilà ce qui s'est passé chez Peugeot Saveur. On a eu un go live en 2015, comme disait Bernard. En 2017, donc ce go live a été fait avec un certain ERP en place. En 2017, il y a eu un changement de ERP. Qui est donc pour info, c'est Microsoft AX Dynamics. Et puis on a une période 2019-2020 qui était un petit peu en suspens. Voilà, on a eu une absence de supply chain manager. Le poste a été créé en 2018, 2019, la personne est partie et finalement donc moi je suis arrivé fin 2020. Et j'ai essayé de consacrer 2021 à reprendre un petit peu le développement de DDMRP. Et ça s'est fait un peu conjointement avec la mise en œuvre de Colibri, je pourrais vous en parler, qui nous a aidé, qui nous a fortement aidé sur la gestion de nos prévisions. Et puis 2022, j'en parlerai un peu à la fin, c'est voilà, on se retrouve confronté un peu à l'incertitude des marchés. Donc, je partagerai aussi un petit peu l'approche que j'ai pu en avoir ces dernières semaines. Donc, les chiffres clés aujourd'hui de DDMRP, c'est 2200 références gérées en buffer, c'est 18 profils différents, et puis c'est 3 sites interconnectés. Donc, les évolutions. Alors, j'ai volontairement pas mis encore toute la structure des buffers. Je vous la montrerai dans une autre slide. Voilà, ce que j'ai pu faire, c'est d'abord changer au niveau des buffers la zone rouge. On avait une volonté stratégique aujourd'hui de reprendre un petit peu cette disponibilité. Alors, non pas qu'il y avait des problématiques, voilà, l'entreprise n'était pas au fond du trou, on commençait à se développer, les ventes étaient là, etc.
mais il fallait vraiment pouvoir construire une disponibilité et surtout une bonne disponibilité. Donc, stratégiquement, aujourd'hui, quand je suis arrivé, c'était vraiment mettre en place le stock et le bon stock, parce que mettre en place du stock, c'est toujours facile. Mettre le bon stock, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, la première volonté stratégique a été de dire on met 1 mois et demi de stock en place, 1 mois et demi de vente en place tout de suite. Donc, il a fallu que je retravaille les zones rouges. Donc, c'était une approche un petit peu différente de tout ce qu'on avait pu construire en termes de zones rouges dynamiques, en pourcentage, etc. Donc, ça a été un changement. Bon, voilà. En tout cas, l'important, c'était de pouvoir asservir les zones rouges aux prévisions et aux prévisions moyennes jour. Donc, le but, c'était effectivement de conserver une dynamique d'adaptation tout en assurant un stock de sécurité fixe minimum. Donc, via la saisonnalité, on avait besoin de faire évoluer nos stocks de sécurité, et c'est pour ça qu'on est passé en nombre de jours sur nos stocks de produits finis. On est passé aussi d'une CMJ précalculée vers une PMJ intégrant les besoins du site de Rosemont. Alors, je vous en ai parlé, on a une filiale à Chicago. Et la filiale Chicago, elle peut pas être approvisionnée au même moment que Qinger. Il y a des délais d'après-approvisionnement. Et donc, il faut préparer également les besoins en décalé du marché américain. Parce que Noël, il tombe au même moment, que ce soit en France ou aux États-Unis, sauf que il faut qu'on puisse se préparer de manière plus anticipée sur Chicago. Ça, c'était pas très bien géré avec une CMJ précalculée. Il faisait pas forcément le taf. Alors, quand je suis arrivé, c'était vraiment quelque chose de basique qui était extrait du MRP de Microsoft AX, qui précalculait une CMJ qui était injectée dans R+. Donc là, on est passé à des prévisions moyennes jour, c'est-à-dire qu'on est passé on est passé vraiment d'une consommation à une prévision. Et grâce à un schéma intersite, on a pu construire quelque chose qui nous permettait de prendre en compte ce décalage de délai. C'est à partir de là, on n'avait pas encore mis en place Colibri, mais c'est à partir de là qu'on a commencé à importer des fichiers de prévision sur DDMRP, dans R+. Donc la connexion multisite, je l'ai faite à 2 niveaux. Pour les imports Chine, le but c'était d'anticiper les approvisionnements dans un contexte de pénurie et j'en parlerai un peu plus, mais il a fallu qu'on casse un petit peu les habitudes de travail avec R+, pour vraiment regarder plus loin parce que le contexte était vraiment particulier. Et puis la filiale USA, c'était anticiper les besoins pour servir la croissance. Donc il fallait vraiment assurer la disponibilité également au marché américain. Alors, petite parenthèse, l'année dernière, on a fait 36% de croissance sur le groupe. Le marché américain, à lui tout seul, grâce à la disponibilité du produit, a fait plus 100%. Donc on a vraiment pu bien servir et servir la croissance du site. Ce que j'ai fait, voilà, ça c'est un petit peu, je dirais, technique, mais pour pouvoir faire cette connexion multisite, moi j'ai créé des liens de nomenclature, créé des fichiers de liens de nomenclature. Il a fallu changer les types d'articles pour les passer en distribué. Et puis on a utilisé les paramètres de délai de réception pour pouvoir calculer, voilà, les temps de transit. Donc du coup, les buffers, ils se positionnent comme ça. On a aujourd'hui un buffer, j'ai simplifié, c'est plusieurs variantes, mais un buffer produit fini qui est sur Qinger qui va un petit peu piloter toute notre production et qui va servir les marchés Europe et export. On a également des buffers qui sont positionnés sur le site de Rosemont qui va servir le marché américain. Et entre ces deux buffers, il y a des commandes de vente et des commandes d'achat. Donc ça, c'est une particularité, c'est que voilà, on a une structure de RP qui fait que on n'est pas dans des ordres de transfert, on est dans des commandes de vente et des commandes d'achat. Donc le but là, c'était vraiment de connecter ces deux buffers de manière à ce que
les besoins du marché américain, c'est-à-dire que lorsque j'injectais des prévisions sur le marché américain, elles puissent remonter en temps et en heure, au bon moment, dans mes besoins du buffer, au niveau de 15G qui allait piloter ma production derrière. Donc, Rosemont d'un côté, 15G de l'autre, et bien entendu, avec un transit de 6 à 9 semaines de décalage. Donc, ça veut dire en gros que il fallait que j'anticipe en gros la demande de Rosemont de 6 à 9 semaines. Derrière, des buffers qui servent à je dirais, gérer la production et créer les OF. Hein, donc, pardon, je vais trop vite. Les buffers de métal, parce qu'on a un atelier de métal qui nous fait l'ensemble des mécanismes. Des buffers de bois peint, où on va avoir les corps et tous les éléments de bois à la bonne couleur, donc via l'atelier de peinture. Des buffers d'achat avec des composants achetés, très classiques. Un buffer qui va être positionné au niveau du bois brut, donc c'est le bois qui est tourné mais tout simplement pas peint, donc voilà, qui va alimenter la chaîne de peinture. Et puis, dans les composants achetés, une petite particularité, la nécessité de gérer, on ne le voit pas là, mais un autre site avec une connexion spécifique pour tout ce qui est approvisionnement Chine. Le but, c'était quoi? C'était aujourd'hui, il fallait qu'on puisse faire... Alors, c'était quelque chose qui était déjà en place. Simplement, il fallait pouvoir aujourd'hui suivre, faire une différence entre les composants qui sont encore à fabriquer chez le fournisseur et ceux qui sont dans le bateau. Hein, on n'allait pas, dans un cas, une fois que on peut peut-être encore agir, voilà, si les composants sont produits, si on a des alertes, si on a besoin des produits, on peut encore agir. Si les composants sont déjà dans le bateau, voilà. Mis à part essayer de suivre au mieux l'avancement du bateau, on peut pas faire grand chose. Donc, c'était important à ce moment-là de pouvoir identifier où se positionnait le produit dans le flux. Donc, c'était via des ordres de transfert et, bien entendu, on a également des temps de transit entre ces deux. Entre ces deux buffers. Donc là, on a vraiment ici, hein, c'est vraiment un buffer qui est créé pour vraiment le suivi, c'est-à-dire qu'il n'a pas le rôle proprement dit de réapprovisionnement direct ou de suivi, mais simplement pour pouvoir aujourd'hui connecter les besoins et savoir à quel stade sont les produits. On a fait cette connexion de la même manière qu'on a fait la connexion entre 15G et Rosemont. Ça reste encore, j'ai encore pas mal de mises au point à faire. Ce qui marche pour un site ne marche pas forcément pour l'autre. Mais en tout cas, ça m'a permis, par ce schéma-là, et toujours hein, avec des liens de nomenclature et avec des paramétrages particuliers, de pouvoir vraiment éclater mes besoins sur les produits Asie et de pouvoir mieux les anticiper. Lissage de la charge usine. Donc, au niveau de la charge usine, moi, j'ai fait quelque chose d'assez simple, on va dire. C'est-à-dire que de par la possibilité d'exporter les prévisions, moi, il a fallu effectivement pouvoir anticiper les besoins de fin d'année qui étaient clairement au-dessus de nos capacités de production. Donc, je vais commencer par exporter les prévisions éclatées par enfant, cibler les produits qui étaient les produits clés. Bon, voilà, on n'est pas dans un schéma hyper complexe non plus de production, mais il fallait pouvoir savoir de combien il fallait pouvoir anticiper et lisser notre production. Donc, j'ai déterminé des écarts mensuels entre besoins et capacités et j'ai utilisé derrière des facteurs d'ajustement planifiés. Donc, ça m'a permis de faire croître, on va dire artificiellement, les buffers en prévision des mois, enfin là, sur les mois les plus bas, en fait, pour anticiper la fin d'année. Alors, bien entendu, le mix produit n'était pas forcément optimal. On s'est focalisé sur nos best-sellers
Et le but, c'était vraiment de pouvoir alléger au maximum les besoins en production sur la fin de l'année, qui est vraiment particulière chez Peugeot parce que vraiment, vraiment très forte. J'ai parfois j'ai des mois qui sont peut-être à 20, 30%, 40% au-dessus de ma capacité de production sur la fin de l'année. L'implantation de Colibri. Donc ça, c'était un pas en avant, j'allais dire fondamental, dans la précision et dans la dimensionnement de nos buffers. Colibri, c'est un logiciel de gestion de prévision. Monsieur Connemar, ici présent, on parlerait bien mieux que moi, mais en tout cas, ça nous a permis aujourd'hui de structurer notre demande, de pouvoir l'affiner, et puis surtout, on a pu connecter ce logiciel très facilement à R+, pour mettre à jour nos buffers de façon dynamique et pouvoir coller au mieux de la réalité. Donc, notre Go Live a été fait en mai 2021, donc on est à peine une petite année de retour d'expérience. Comme je vous disais, on a simplifié l'export, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en un clic, je mets à jour les prévisions et tous les buffers se mettent à jour quasiment en temps réel. Donc ça, c'est vraiment une flexibilité appréciable. Alors, indirectement, avec Colibri, on a travaillé beaucoup sur les classes et les cycles de vie. Donc, on a des produits qui sont un petit peu particuliers. On a des produits catalogues, des produits plus spécifiques. On a des produits qui sont en début de vie, en lancement, fin de vie, etc. Tout ça se gère pas pareil. Et j'ai pu exploiter un petit peu ces attributs pour pouvoir aussi gérer mes buffers, gérer les profils de buffers. Donc, ça a été aussi un avantage. Donc actuellement, aujourd'hui, voilà, nos routines sont très, très, très simples. Et pendant 2021, ça a été vraiment je dirais un de nos objectifs clés. Je pense que bientôt on va reparler et en tout cas on va recentrer un peu le taux de service au niveau de la supply. Mais l'année dernière, étant vraiment focalisé sur le développement, sur servir la croissance de l'entreprise, assurer cette demande qui nous dépassait un petit peu, et ben c'était suivi toutes les semaines, c'était de suivre est-ce qu'on a bien notre niveau de stock de sécurité en place. Et pendant 2021 aussi, c'est vrai que c'est paradoxal. Hein, en 18 ans de MRP, j'entendais plus la réduction des stocks et l'objectif c'était plutôt d'optimiser le niveau de stock. L'année dernière, la croissance, elle était servie par la disponibilité. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a regardé, c'est vraiment assurer cette dispo des stocks de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a cette propension et on a vraiment ce facteur d'aide à la vente et de support à la vente par la dispo produit. Les approisies, je les ai anticipées énormément en prévision éclatée. Tout simplement parce qu'à un moment donné, l'Asie, c'était plus gérable en mode standard. Il fallait qu'on regarde plus loin, il fallait qu'on anticipe, il fallait qu'on positionne des commandes, les fournisseurs. Notre point clé, c'était être sûr qu'on allait être servi en 2021. C'était pas, j'allais dire, la question de prix était une chose, mais on voulait vraiment assurer que le fournisseur prenne bien nos besoins en compte. Et donc, il a fallu anticiper, montrer qu'on avait du potentiel, positionner des commandes. Tout ça, il fallait que je le fasse avec les prévisions, mais je sache quel produit demander, quelle quantité, pour quand exactement. Donc, ça a été d'une grande utilité. Les sages de charge, j'en ai parlé, je l'utilise encore. Et je l'utilise aussi maintenant par rapport à l'incertitude de 2022. Donc, le bilan positif, hein, donc c'est vrai que finalement, la croissance, on l'a eu. On a fait ces 36%. On n'aurait pas pu la faire si on n'avait pas eu un peu de dispo produit. Le taux de service, alors il n'est pas si impressionnant que ça, mais cette croissance-là, finalement, on a pu le préserver, le taux de service sur le marché européen, c'est de 60 à 70%.
La connexion avec Rosemont m'a vraiment permis de mieux servir les USA. Et je vous parlais d'Amazon. On travaille avec Amazon en Europe, on travaille avec Amazon aux US. Amazon positionne des commandes régulièrement. Si la disponibilité de produits n'est pas là, la commande ne passe pas. Donc, un des indicateurs, je ne l'ai pas noté, mais c'est un petit peu le taux de transformation. C'est entre ce que demande le client et ce qu'on a pu transformer en commande ferme. Finalement, il a bondi. On était peut-être à 40-50% au début 2021. L'approvisionnement, la mise en dispo du produit nous a facilement pu nous permettre d'atteindre 80-90%. Et le taux de service, pareil, 90% sur le marché USA. Donc ça, et tout ça dans un développement de plus 100%. Et puis, je vais parler aussi un peu des utilisateurs. Retour de la confiance. Alors, c'est vrai que tout au long de ces années de vie, les utilisateurs avaient un peu perdu confiance, étaient un peu perdus, on va dire, un peu diffus dans les outils qui étaient utilisés. Le RP était en partie utilisé pour le calcul des besoins. Excel, je parle même pas du taux d'utilisation d'Excel qui était en vigueur. Et puis R+ était utilisé, mais bon, c'était un peu voilà, du ventre mou. On n'avait pas une utilisation vraiment franche. Et puis le paramétrage avait été laissé de côté par absence de supply chain manager. Il n'y a plus d'évolution, il n'y avait pas de mise à jour. Donc tout ça, d'avoir un petit peu voilà remis en œuvre déjà les prévisions, d'avoir un peu mieux suivi les besoins. Puis, petit à petit, les utilisateurs se sont dit finalement R+, il peut nous apporter quelque chose. Et puis quand il est bien paramétré, et puis que on a des recommandations pertinentes, ça nous facilite la vie. Donc, c'est pas encore là où on voudrait être, mais je vois simplement que finalement le MRP classique qui était encore utilisé était un petit peu mis de côté, et le retour du suivi des priorités de planification et des recommandations était bien meilleur que l'année précédente. Donc, ce qui reste à améliorer, voilà, c'est les alertes d'exécution. Moi, j'ai encore des utilisateurs qui trouvent ça un peu trop confus, donc c'est encore un sujet à creuser pour mieux, je dirais, orienter les utilisateurs. Moi, je pense qu'un utilisateur, à partir du moment où le produit répond à son besoin, à partir du moment où il y voit son intérêt, il va y aller et va l'utiliser de façon naturelle. Le paramétrage des besoins intersites, donc ce que j'ai fait aujourd'hui marche très bien pour Rosemont, j'en suis très satisfait. Globalement, ça marche bien. Pour les approchines, il reste encore un petit peu à peaufiner les paramétrages, notamment pour éviter les besoins en doublon, pour que le calcul des besoins se fasse correctement. Approfondir l'exploitation du module APM. J'ai commencé un peu à tâtonner sur ce module. Je suis encore loin de l'exploiter à fond. J'ai quand même pu m'appuyer dessus sur le SNOP. Donc dans les réunions SNOP, notamment pour anticiper, voilà, pour projeter un petit peu l'évolution des stocks sur le site de Rosemont, j'ai pu m'appuyer dessus. Et puis Ice Dynamics, R+, voilà, les connexions, elles sont pas encore optimales. Il y a des connexions qui sont très bien, mais aujourd'hui les utilisateurs n'utilisent pas forcément le
voilà, très bien. Pour pondérer les besoins. Donc, l'avantage, c'est que on rentre plus dans des prévisions manuellement changées. Ça permet de garder un mix, garder quand même une dynamique de mise à jour statistique, mais 15 ou 20% de moins parce que on a potentiellement voilà une baisse de la demande. J'ai également mis à niveau les buffers au plus juste. Alors, c'est vrai que dans la connexion intersite, un des éléments, je dirais, un peu, on va dire, à améliorer, c'est qu'on a une zone rouge qui est alimentée aussi par la zone rouge du site d'avant. C'est-à-dire qu'on a tendance un peu à doubler nos stocks de sécurité avec les buffers. Donc, j'ai réajusté derrière la zone rouge de manière à être au plus juste par rapport aux besoins du site uniquement. Et puis le Smart Buffer Profiler, voilà, c'est peut-être une autre étape à franchir qui n'est pas aujourd'hui utilisée, mais je pense que il va falloir y venir un petit peu pour exploiter voilà l'historique de la demande et aller vers quelque chose d'un petit peu plus optimal. Voilà, je vous remercie.